Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de dimanche en politique. Rendez-vous exceptionnel aujourd'hui à une semaine des élections européennes pour laquelle 34 listes sont en lice en France. C'est notre deuxième débat en Bourgogne-Franche-Comté avec des candidates et des candidats. Ils sont 6 sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Arnaud Danjean, bonjour. Bonjour. Bourguignon-Bressan, vous êtes député européen sortant depuis 2009 à Strasbourg et Bruxelles dans les rangs du PPE et pour ces élections numéro 3 de la liste LR. Bonjour Jérémy De Serle. Bonjour. Autre candidat de Saône-et-Loire, vous êtes le numéro 4 de la liste LREM Modem, agriculteur, éleveur de Charolais. On vous connaissait jusqu'à cette campagne comme le président national des jeunes agriculteurs. Milou Dotzman, bonjour. Bonjour. Vous travaillez vous aussi dans l'agriculture. À Charnel et Mâcon, vous êtes en 25e position sur la liste Génération, le mouvement de Benoît Hamon, au terme d'une démarche originale puisque vous avez postulé sur Internet avant d'être retenu pour cette campagne. Bonjour Myriam Eliassa. Bonjour. Vous représentez votre parti, le PS, vous êtes conseillère municipale à Besançon et vous êtes en 44e position sur la liste PS Place Publique, c'est ça? Tout à fait. En face de vous, Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Élu dans l'Yonne en 31e position sur la liste du Rassemblement national, dont vous présidez par ailleurs le groupe au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, Isabelle Liron, bonjour. Bonjour. Syndicaliste salarié à Pôle emploi dans la Nièvre, vous êtes en 34e position sur la liste du Parti communiste, emmenée par Yann Brossat. Au menu aujourd'hui, donc, pour notre deuxième débat, agriculture, le premier budget de l'Union, frontières avec le dossier des migrations et emploi. Avec cette question, la politique menée par l'Union favorise-t-elle l'emploi dans les pays membres? On va rappeler que le taux de chômage, c'est 6,5% en moyenne, mais il va de 2,1 en Tchéquie, 3,2 en Allemagne, à plus, voire beaucoup plus que cette moyenne chez les 4 gros du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Alors, accords commerciaux ou protectionnisme, protection sociale ou marché du travail ouvert, quelle est votre vision, Arnaud Danjean, en tant qu'élu sortant? L'Europe fait-elle ce qu'il faut pour les emplois de ces pays membres? D'abord, ce n'est pas l'Union européenne qui crée ou qui ne crée pas de l'emploi. Ce n'est pas une puissance publique européenne qui doit créer l'emploi. L'emploi, c'est les entreprises qui la créent. C'est chaque pays qui a aussi des politiques en la matière. Et donc, l'Europe peut faire des grands investissements. Nous prenons d'ailleurs une Europe des projets qui pourrait, dans certains domaines, relancer des grands projets, qu'ils soient d'infrastructure ou des projets de recherche, qui sont en mesure de générer de l'emploi et de la croissance. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait des crédits européens qui soient dédiés à des choses productives, ça c'est certain. Et puis, par ailleurs, il faut effectivement mettre fin à un certain nombre d'abus qui aujourd'hui sont de l'ordre du dumping social, ce qu'on appelle du dumping social. C'est-à-dire qu'il faut que nos entreprises, nos artisans, nos agriculteurs soient à égalité dans un marché européen qui est un marché unique et qui restera un marché unique. Vous parlez de dumping à l'intérieur de l'Europe, pas avec l'extérieur. Moi, je pense que la vraie préoccupation, ce qui aujourd'hui est perçu comme particulièrement pénalisant par nos concitoyens et par nos entrepreneurs, nos artisans, nos agriculteurs, c'est d'être dans un marché qui est unique, mais avec des règles qui faussent la concurrence entre Européens. Ça, c'est devenu insupportable. Et donc, il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus sensibles que d'autres. Je pense au transport routier, je pense évidemment à l'agriculture, je pense aussi aux bâtiments, qui sont des secteurs importants de notre région d'ailleurs, où cette concurrence déloyale est devenue insupportable. Donc, il faut corriger ça. Il y a indéniablement un effort à faire en matière de convergence fiscale, mais là-dessus, et tout le monde en parle, je dirais, tout le monde a bien identifié le problème. Après, les solutions qui sont préconisées, je pense qu'il faut être réaliste. La convergence, les États sont absolument pas prêts à se laisser faire. La convergence sociale, il faut bien être conscient que ce n'est pas du tout ce que propose Mme Loiseau, par exemple, avec un SMIC partout en Europe, parce que ces règles-là, il y a beaucoup d'Européens qui n'en veulent pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas en France qu'il faut vouloir les exporter en Europe. Sur la fiscalité et sur le social, il faut être conscient que sur la fiscalité et sur le social, la France est un modèle repoussoir pour la plupart des Européens. Donc s'il y a quelque chose qui se fait en Europe, ça ne sera certainement pas sur le modèle français parfait. Donc il faut travailler à une convergence ne voulant pas dire qu'on obtiendra demain une harmonisation pure et parfaite. On va revenir à ça. Vous parlez beaucoup de l'intérieur. Julien Audoul, vous, dans votre programme, vous vous situez plutôt sur les frontières, la limite extérieure de l'Europe, en demandant en gros de protéger l'Europe contre l'étranger. C'est pour vous une condition à la création d'emplois? C'est protéger surtout les travailleurs européens et notamment les travailleurs français. Il y a une très belle phrase d'Hubert Védrine, ancien ministre, qui a dit « L'Union européenne, c'est l'idiot du village global ». Et c'est vrai, puisque aujourd'hui, actuellement, il y a 0% des marchés publics qui sont ouverts aux entreprises de l'Union européenne dans des pays comme la Russie, comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Chine, alors que 100%
des marchés publics en Union européenne sont ouverts donc, Certes, à l'étranger. Donc, il y a en une même temps, concurrence. pardon, je vous coupe, mais il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises contre les importations chinoises, par exemple. On sait que les importations chinoises en Europe sont beaucoup plus taxées que les autres. Ça existe. Non, mais ça existe, mais c'est extrêmement dérisoire. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une concurrence déloyale, évidemment, vis-à-vis de l'étranger, hors de l'Union européenne, mais au sein même de l'Union européenne, avec les travailleurs détachés. Quand vous sachez qu'en France, donc on a 516 000 travailleurs détachés. On en a dans notre région 23 000. 23 000, il n'était que 2800 il y a 3 ans. Donc il y a une explosion en fait des travailleurs détachés. Il y a un texte qui vient d'être pris. Les travailleurs... je vous coupe oui, un mais petit peu, mais parce c'est que... une réformette. C'est une réformette qui ne va pas résoudre le problème. Il est évident qu'il faut protéger nos travailleurs, protéger nos artisans, nos agriculteurs, puisque cette concurrence déloyale, c'est autant de chômage dans notre région. Myriam Eliassa, le PS, on va le rappeler, était dans la majorité au Parlement européen avec le PPE. Tout à fait. C'est pas exactement comme ça que ça. Ouais, Oui. Bon, d'accord. Oui. C'est un raccourci. Personne n'a de majorité. C'est un raccourci rapide. Voilà, personne n'a de Majorité. majorité. Alors c'était le point de départ. C'était le point de départ de ma question. Ah, J'admets ok. que non, mais je concède. Je vous le concède. Non, tout ça pour dire que il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises au niveau du Parlement, mais est-ce que on est allé assez loin pour vous dans la création d'emplois en Europe, vous aujourd'hui sur cette liste PS Place Publique, par rapport à ce qui a été fait précédemment Tout à jusque-là? Mais je Alors- voulais rappeler que le PS était aussi pouvait être en partie comptable de ce qui avait été. Et d'ailleurs, nous allons envoyer des eurodéputés justement dans ce groupe, le groupe social-démocrate, et on a pour ambition qu'ils deviennent majoritaires dès le 27 mai, puisqu'on a une occasion unique en faisant alliance avec les Espagnols et les Belges, Paul Mais Magnette, majoritaires etc. seuls, ils ne le seront pas. On va être... Parce que Bah, dans bien cette sûr, émission, on c'est va la essayer d'arrêter de se culture mentir de européenne. temps en temps, ce qu'on fait beaucoup au C'est niveau de vrai l'Europe. qu'on a un devoir d'acculturation auprès des citoyens, justement, pour dire qu'il ne faut pas transformer ce débat en un référendum national. Est-on pour ou contre Vous Emmanuel regardez votre Macron? camarade, parce qu'on le voit sur le plan, voilà, elle regarde Jérémy Desserre. Là, Bien sûr. Les enjeux européens sont beaucoup plus stratégiques et cela engage Alors on fait des quoi? Sur conséquences l'emploi, on assez fait quoi? Est-ce qu'on a fait importantes. assez? Est-ce que passer des accords de libre-échange, c'est utile? Est-ce qu'il faut faire autrement? Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Quelle est votre vision? Disons que c'est une vision un peu courte d'imaginer qu'on puisse fermer les frontières. On peut les surveiller. On peut, grâce à l'agence Frontex... Ah non, pardon, je parlais des frontières économiques. Les frontières Je parlais économiques. d'importation, excusez-moi. Les importations, etc. Non, il faut réguler le commerce, effectivement. Et je voudrais rebondir sur la question de la fiscalité, qu'elle soit plus juste et plus équitable. Alors oui, les GAFAM, par exemple, sont créateurs de ressources, de recherche, de richesse d'emploi. Néanmoins, il faut instaurer une fiscalité juste. Bruno Le Maire, malheureusement, avait échoué, alors qu'il y avait une volonté, justement, de taxer les GAFAM. Nous, ce qu'on propose sur notre liste, c'est la proposition 97, c'est d'instaurer un taux minimum de 20% d'impôt sur les sociétés. On veut aussi instaurer un ISF européen, tandis qu'au national, certains l'abrogent. On veut aussi protéger les services publics, parce qu'ils sont créateurs d'emplois. Et l'avenir de l'Europe, c'est aussi investir massivement dans la recherche et dans l'éducation. En sachant que la vision du service public, elle n'est pas la même d'un pays à l'autre. Exactement. Au Danemark, les pompiers, c'est privé, par exemple. Tout à fait. Donc c'est compliqué. Mais justement, on relève le défi. Notre ambition au niveau européen avec les sociodémocrates et tous les eurodéputés progressistes, et on compte notamment sur l'expérience de Sylvie Guillaume, qui est, je le rappelle, la seule vice-présidente française du Parlement européen, pour nous tuiler, pour nous accompagner, pour permettre justement d'investir massivement dans des politiques qui renforcent le service public, dans des politiques aussi qui mettent l'humain au cœur du projet de société. Jérémy Desserre, Arnaud Danjean vous ciblait d'entrée en parlant de effectivement ce que votre tête de liste évoque sur l'éventualité d'un SMIC européen, dont on sait qu'il y a des différences absolument gigantesques entre la Bulgarie et la France, par exemple, ou le Luxembourg, et que surtout ça correspond à l'économie des pays et qu'on imagine mal ces pays-là augmenter leur salaire minimum en fonction de leur économie. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est un argument de campagne? Les deux. Je crois que vu le constat que nous venons tous de faire sur les difficultés qu'il y a et que l'Europe rencontre à cause de cette disparité, nous oblige et nous responsabilise pour faire des choses. Ma foi, nous pensons qu'un salaire minimum, alors
voilà, tout le monde veut parler de SMIC unique. Par le salaire médian, on essaie de parler de salaire. On n'a jamais parlé de SMIC unique. On dit que si on veut arrêter, vous les avez dit, les disparités, mais on peut donner des chiffres. 300 € en Bulgarie, moins de 300 € en Bulgarie, 2000 € au Luxembourg, on peut se dire, on laisse comme ça. Non, ce que nous voulons, nous, c'est réduire ces disparités en essayant effectivement d'avoir une solution ambitieuse. On n'a pas dit qu'on y arriverait demain matin, mais une solution ambitieuse avec un SMIC. Sachant que c'est réduire le SMIC français de 300 €. Il faut quand même le dire, parce mais que le SMIC européen je connais mieux le de Madame programme Loiseau, que vous. c'est 880 €, soit 300 € de moins que le SMIC actuel. Je connais mieux le programme que vous. Donc, et pour l'instant, la proposition c'est la pauvreté généralisée. La proposition n'a encore pas mise sur la table. Ah si, elle est mise sur la table. Elle elle a été prête à voter. par votre tête de liste. S'il vous plaît, Julien Doulon, laisse. C'est assez particulier quand même. Tu ne me laisses pas répondre alors qu'on essaye de trouver des solutions. Enfin bon. Bref, donc nous souhaitons en tout cas avoir des propositions ambitieuses. Ça, bien sûr que le SMIC européen, c'est pas réalisable tout de suite, mais ça répondra aussi, si on le met en place correctement avec l'appui d'un certain nombre de pays, ça répondra aussi aux problématiques d'harmonisation face aux travailleurs détachés notamment. Est-ce qu'on est encore d'accord, notamment pour l'agriculture, parce que c'était beaucoup évoqué, que des bêtes qui se font abattre en Allemagne, ça coûte 30% moins cher qu'en France? Eh bien non, on n'est plus d'accord. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des ouvriers polonais qui sont embauchés à 6 € de l'heure. Là, on est dans du travail détaché en Allemagne. Voilà, et puis parce que vous avez une fiscalité en France qui vous taxe les abattoirs beaucoup plus qu'en Allemagne. Mais ça, je ne dis pas le contraire. Mais ça vous irez dire aux Allemands, il faut baisser vos taxes, et ils vous diront, faites le ménage chez vous d'abord. Eh ben, mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas harmoniser aussi nous, mais nous, on veut harmoniser par le haut. C'est en tout cas notre ambition. Vous vouliez réagir sur le sujet, voilà. Quel est le... Déjà, avant de faire des solutions, il faudrait peut-être faire une mise à jour. Ici, tous autant que vous êtes, vous semblez ignorer qu'en 2016, le Parlement européen, il a fait voter, sous l'impulsion de Guillaume Balas, qui est sur notre liste, il a fait voter une recommandation pour un SMIC à hauteur de 60% dans les États européens. Donc en France, à 60% du salaire moyen. Donc en France, ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 350 € net. Déjà, si on allait vers ça, ça serait intéressant. Mais le chef d'entreprise bulgare, vous allez lui faire faillite si vous imposez ça? Mais écoutez, après, c'est des discussions avec les partenaires sociaux, bien évidemment. On sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, quelle est la réalité? Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a des millions de personnes en Europe qui cherchent un emploi. À côté de ça, il y a des millions de personnes aussi qui ont un emploi, mais qui sont quand même dans des situations... C'est quand même très différent d'un pays à l'autre, quand même. Hein. On est d'accord qu'il y a quand même des pays qui sont à 3-4% de taux de chômage Tout à en fait. Europe. Oui, mais globalement, parce qu'on parle à l'échelle européenne, il y a des millions de personnes qui aujourd'hui ont un emploi, mais qui sont quand même dans des situations de précarité parce qu'ils sont mal payés, sous-payés. Ces 5 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Il y a eu des mouvements sociaux en France, en Espagne, en Pologne, dans pas moins de 6 pays européens. Et qu'est-ce qu'ils demandent? La même chose, c'est-à-dire une meilleure répartition des richesses. Vous savez, nous, à Génération, on n'est pas des économistes en puissance. Par contre, on ne sait pas, on va voir ceux qui le sont. Krugman, Stiglitz, qui sont 2 économistes, prix Nobel d'économie. Américains et qui connaissent particulièrement bien l'économie européenne. Bien sûr. Il ne suffit pas d'être américain pour... Non, on peut être universitaire américain et faire des grandes théories sur l'Europe, mais toujours est-il qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'Europe? Ils ont dit qu'il fallait investir massivement en Europe afin de booster l'économie et le marché de l'emploi. Ce qui a été en partie le plan Juncker d'investissement. Ok, en partie, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose ce qu'on appelle le Green New Deal. C'est notre mesure phare, qui consiste à investir 500 milliards d'euros dans la transition écologique. Et ça créera de l'emploi dans les bâtiments, la rénovation thermique, dans les trains, la santé, le bio, etc., etc. Donc ça, si on fait ça, si on atteint cet objectif, 500 milliards, ça paraît beaucoup, hein, mais en fait, ça représente seulement 20% de ce que la Banque centrale européenne a donné aux États et aux banques privées afin de faire je ne sais pas quoi. Je vous coupe pour qu'on avance et pour qu'Isabelle Liron puisse nous dire, voilà, elle attend tranquillement. C'est ce qui se passe quand on est 6 souvent. Mais effectivement, quand on parle d'emploi, il faut aussi parler de chômage. On l'a dit, hein, en Europe, 20 millions de chômeurs. Il faut parler de pauvreté. Dans les 10 dernières années, le taux de pauvreté est passé de 7 à 10%. Et puis aussi des richesses qui quand même ont été accumulées dans ces mêmes 10 dernières années. On est passé de 15 000 milliards à 17 000 milliards. Donc
l'emploi, oui, on peut créer de l'emploi, effectivement. L'Europe, telle qu'elle est, c'est le résultat quand même de politiques libérales depuis des décennies. Ce que nous, on propose au Parti communiste, c'est effectivement, parce qu'on n'a pas été les derniers quand même à proposer le SMIC européen, effectivement, on est sur un calcul qui sera harmonisé dans les différents pays. Tous n'ont pas un SMIC dans tous les pays européens. On n'est pas tous en harmonisation, mais il faudra arriver à harmoniser. C'est ce qui évitera le dumping social et la concurrence des salariés des pays de l'Est avec les salariés des pays de l'Ouest. 60% du salaire médian, ce qui fait aussi augmenter le SMIC en France. Et quand vous disiez tout à l'heure que certains États ne pouvaient pas le faire, je vous rappelle qu'après mai 68, le SMIC a été augmenté de 25%. La France n'a pas... Je posais la question, je ne l'affirmais pas. Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Voilà, donc je veux dire, c'est tout à fait possible. Quand on a 17 000 milliards de richesses produites en plus, on peut faire des choses. On a aussi, on parlera tout à l'heure des frontières, mais on a l'évasion fiscale, la fraude fiscale, les paradis fiscaux. Avec tout ce qui s'évade quotidiennement et tous les ans, ça fait quand même 1 000 milliards par an. Avec 1 000 milliards, on peut faire des choses. Et notamment, on peut construire 10 000 hôpitaux. Ça en fait de l'emploi. Ça en fait de l'emploi. Et les services publics à la française, même si tous les États ne sont pas d'accord avec ce modèle-là, le modèle français est quand même très apprécié. Juste un petit mot avant qu'on avance dans la suite. Et je me tourne vers vous, Arnaud Danjean, parce que vous êtes député sortant, c'est que tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que ça ne se heurte pas pour l'instant à la règle de l'unanimité en Europe qui fait que globalement, on n'avance pas? Non, mais d'abord, c'est faux, parce que l'unanimité ne prévaut pas dans tous les domaines. Vous avez quand même beaucoup de domaines aujourd'hui qui se décident à la majorité qualifiée. Mais le principal problème, je dois vous dire, il n'est pas forcément d'ailleurs de couleur politique, droite, gauche ou tout ça. Il est souvent bien plus lié à des cultures nationales. On parlait des travailleurs détachés tout à l'heure. Je rejoins ce que disait M. Odoul. Il a plutôt raison. Ce qui a été adopté jusqu'à présent est une réformette. C'est un début de réforme sur ce statut des travailleurs détachés. La problématique, elle est où? On sait que le groupe de Visegrad et que les pays de l'Est s'y opposent. La problématique, moi j'étais au vote qui a eu lieu au mois d'avril sur le transport routier en particulier, qui a été le plus virulent. On est d'accord qu'il est exclu. Non, parce qu'on a fait un paquet mobilité qui aujourd'hui remet les travailleurs dans ce qu'ont négocié les États, et M. Macron en particulier. M. Macron qui nous dit que c'est un grand succès sur le travail détaché, c'est lui qui a exclu le transport pour faire un compromis avec les autres. Donc nous, on a essayé de rétablir le transport dans ce paquet. Il faut bien voir que le vote qui a eu lieu, ça a été un vote, ça n'a pas été un vote droite-gauche, ça a été un vote Est-Ouest. Toutes les forces françaises, pratiquement, ont voté le même texte, et vous avez trouvé, qu'elles soient de gauche ou de droite, et les autres qu'on a eu en face de nous étaient plutôt, évidemment, les Polonais, les Tchèques. Qui eux exportent leurs travailleurs. Il faut être conscient de ça. Les difficultés, elles tiennent beaucoup à ça aussi. Et malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que le modèle français, dont on se gargarise tant souvent chez nous, il y a plein de sujets sur lesquels il est repoussoir pour les autres, en matière fiscale notamment. Il faut être conscient de ça. Vous nous l'aviez dit, c'était juste pour qu'on se fasse un peu de contexte européen aussi, par rapport à tout ce que tout le monde peut souhaiter. Autre sujet du jour, et il est de taille, l'agriculture, pendant longtemps le cœur de l'action européenne, en tout cas toujours la première dépense de l'Union, 362 milliards, dont il faut le rappeler, et ça compte dans notre débat, 70% sont des aides directes aux agriculteurs, destinées à donner un revenu minimum. Alors, notre question, on pourrait le formuler comme ça, c'est est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut continuer à aider l'agriculture de la même manière? Est-ce que l'Europe doit pousser pour changer le modèle agricole? On va dire qu'il y a là-dessus des différences très fortes dans les listes. Je me tourne forcément vers vous, Jérémy de Serles, pour commencer ce débat. Vous êtes agriculteur, vous vous êtes d'ailleurs retrouvé ces derniers jours dans la polémique autour des alliés ou des adversaires de Monsanto sur le glyphosate. Et j'utilise ce sujet parce que le glyphosate, ça nous détermine une forme de modélisation aussi de l'agriculture. Est-ce qu'on doit passer vers moins de produits phyto, moins de taille, moins de choses comme ça? Est-ce que votre liste souhaite que l'Europe change le modèle agricole qu'elle a promu jusque-là? Et on sait que ce modèle agricole, c'était quand même globalement des tailles plus importantes, c'était pas forcément de promotion du bio, c'était tout ça. Alors, deux choses. Pour démarrer, c'est Pizzani qui disait ça, nous aurons besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. C'est toujours vrai. Par contre, il y a aussi des attentes sociétales fortes, en France certes, mais en Europe aussi, qui demandent à ce que l'agriculture et ceux qui la font évoluent. Par contre, encore une fois, il ne faut pas faire ça manu militari, sans les agriculteurs, avec des
vision dogmatique. Et donc, il faut enclencher tout ça de manière, encore une fois, assez cohérente. Et il faut que la politique européenne, la politique agricole commune, soit un peu plus en adéquation et avec les attentes sociétales et avec les possibilités que les agriculteurs ont à faire évoluer le modèle. Qu'est-ce que nous proposons, nous? C'est que dans la prochaine politique agricole commune, on s'attache à donner plus de revenus aux agriculteurs. Si je dois développer, je le ferai, il n'y a pas de souci. Protéger encore plus les agriculteurs en leur apportant à la fois des systèmes, des outils assurantiels qui leur permettent mieux de faire face aux différents risques climatiques, aux risques économiques et puis aux risques sanitaires aussi, mais à d'autres risques. L'Europe doit permettre tout ça en mettant des systèmes assurantiels en place cohérents. Elle doit aussi protéger les agriculteurs et les consommateurs des produits qui arrivent d'autres pays, donc les accords commerciaux. Là, c'est des accords commerciaux. Voilà, sur les accords commerciaux, nous demandons et nous proposons de traiter l'agriculture et l'alimentation différemment dans un cadre dédié pour pas qu'on continue d'échanger des avions de chasse contre des kilos de viande. Et puis, la troisième partie, c'est la transition agricole et écologique, qui est doublement important vu les enjeux qu'il y a derrière. Mais s'il n'y a pas de revenus, si on n'accompagne pas et protège pas les agriculteurs, il y aura difficilement de la transition écologique. Donc oui, nous sommes très ambitieux sur ce point-là et nous souhaitons effectivement que ça aille loin et en se reposant aussi, parce qu'il se trouve qu'en France, nous avons l'agriculture et l'alimentation la plus durable du monde, donc en se reposant aussi sur ces points positifs, nous pouvons et nous devons aller plus loin. Julien Audoul, qu'est-ce qui caractériserait sur l'agriculture le programme du Rassemblement national? Déjà, le programme de Madeleine Loiseau, c'est... Par le mien. Oui, non, mais parce que vous venez de dire des absurdités qui sont, je dirais, en total désaccord avec ce que vous projetez pour nos agriculteurs. Parce que vous leur projetez, vous leur promettez, en tout cas, le suicide. Le suicide, puisque le 8 mai dernier, M. De Serre, je ne sais pas si vous le savez, le ministre de l'Agriculture brésilienne a annoncé que l'Union européenne avait validé l'accord de libre-échange du Mercosur avec le Brésil, avec l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Vous êtes au courant peut-être? Non, c'est pas signé, donc je suis au courant que non, c'est pas signé. Non, mais c'est en cours. C'est en cours. Ça fait 2 ans que vous nous dites ça. Oui, ça fait 2 ans, ça mais, fait 2 ans mais là, que le ministre vient de dire que c'était validé. Le ministre brésilien et le ministre français, en clair, il l'a dit. ce traité de libre-échange va se faire au détriment de nos filières viande européennes et notamment françaises. C'est un suicide social, puisqu'évidemment, ça va contribuer à appauvrir et à engendrer une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. C'est un suicide sanitaire également, puisque quand on sait les scandales qu'il y a eu au Brésil sur la viande avariée, c'est ce qui va aujourd'hui ou demain arriver dans nos assiettes, dans les assiettes de nos cantines. Il y a des normes sanitaires aux frontières de l'Europe quand même, Julien. Pardon, je veux bien vous laisser dire. Il n'y en aura plus avec ces accords de libre-échange. Par exemple, dans l'accord avec le Canada, il y a des normes quand même qui sont posées quand même. Et c'est aussi un suicide environnemental, parce qu'il faut savoir que un seul cargo qui va faire venir de la viande du Brésil en France, il va polluer autant que 1 million de véhicules. 1 million de véhicules. Donc ça veut dire que votre groupe, pour être concret, votre groupe s'opposera aux accords Mais bien sûr, au Parlement européen. Comme il l'a déjà fait, donc nous sommes contre les accords de libre-échange, nous sommes pour du protectionnisme, faire en sorte qu'on passe du libre-échange au juste échange, qu'on passe du globalisme au localisme, qu'on revienne à de la proximité, faire en sorte qu'on consomme, qu'on produise et qu'on retraite. Et je vous relance sur le dossier, alors on ne va pas ouvrir le glyphosate, mais sur le dossier du modèle agricole. Est-ce que vous poussez pour que l'Europe, l'Union, fasse changer de modèle et demande aux agriculteurs d'abandonner le glyphosate, d'abandonner les produits phytosanitaires et de pousser en bio? Évidemment, nous sommes contre l'Europe des lobbies, alors que La République En Marche est totalement noyautée par les lobbies. Il faut savoir que le groupe ALDE, dans lequel vous serez, Monsieur De Serle, bien sûr que si, vous serez dans ce groupe ALDE. Le groupe ALDE est financé par Bayer Monsanto. Voilà. Le mania, évidemment, des pesticides, qui a été condamné à 2 milliards de dollars donc, pour reverser un couple qui est atteint de cancer. Voilà, c'est ça la réalité, Monsieur De Serle, de votre politique, entre votre verbiage pro-agriculture, pro-environnement, parce que vous êtes une caution. Vous êtes une caution sur cette liste, Monsieur De Serle. Voilà, on le laisse juste répondre, puis après on passe aux autres. On aura compris que vous avez décidé de cibler une seule personne dans ce débat, Julien Audoul, pour bien comprendre le fonctionnement de cette campagne. Sans forcément faire de propositions non plus. Donc, ça fait 2 ans et demi. Un mot sur les accords internationaux, puis après on passe à on nous dit la France ne fait rien et laisse ces accords se signer, sauf que ça fait 2 ans
que les accords ne sont pas signés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, je ne dis pas qu'il ne faut pas se méfier, sauf que ce n'est pas encore les Brésiliens tout seuls qui décident ça, donc les accords ne sont pas signés. Et donc, sur le glyphosate, on nous dit qu'on va adhérer à la LDE. Qu'est-ce qu'on a dit à la LDE, c'est le groupe libéral, voilà. Mais on va dire que ce groupe, tout ça n'existe pas encore. Il y a déjà des députés européens proches de M. Macron. On vient de alors, on ne va pas tirer de plan sur la comète. Voilà, je vous propose qu'on attende tous le résultat. Je vous voyais, Isabelle Liron, tout de suite. Tout le monde va bien sûr s'exprimer sur l'agriculture. Isabelle Liron, ce que vous vouliez dire. Oui, je voulais rajouter. C'était les accords de libre-échange qui vous ont fait réagir. Bien sûr, évidemment. Et je voulais revenir aussi sur le budget. Le budget, c'est quand même 37% du budget européen, le budget agricole. Et il faut savoir que la Commission européenne se propose, dans la période qui va suivre, de 2021-2027, à baisser le budget de 15%. Donc ça, c'est très, très grave, parce que nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. La politique agricole commune, il y a beaucoup de choses à en dire et beaucoup de critiques à apporter, bien entendu, puisque ça serait, si les agriculteurs vivaient bien de l'agriculture... depuis l'instauration en 1992 de la PAC, par exemple, dans la Nièvre, les exploitants ont diminué de moitié. Et en même temps, je vous pousse un peu, il y a quand même 40% du budget de l'Union qui est consacré à l'agriculture. Et oui, et pourquoi ? Parce que c'est très important, l'agriculture, puisque ça permet de nourrir les êtres humains. Donc on en a besoin. On a besoin d'une agriculture, pas celle qui est faite actuellement, puisque c'est dans la ligne des politiques libérales, mais c'est très important. Mais les agriculteurs... il faut qu'ils puissent vivre de leur activité comme tout un chacun. C'est tout à fait normal. Et il y a la moitié quand même qui ne vit pas au SMIC. Donc il n'y a pas que les grosses exploitations, il y a aussi les agriculteurs familiaux. Et nous, ce qu'on propose aussi, notamment, vous m'avez tendu la perche, c'est d'exclure le secteur agricole et l'alimentation des accords de libre-échange. On a parlé du Mercosur, signé, pas signé, et en même temps, je vous provoque un peu, mais l'Europe est la première puissance agricole mondiale. Oui. On est bien obligé de discuter. On peut pas ne pas avoir d'accord. Bien sûr, mais à ce moment-là, il faut revoir dans quelles conditions ces accords sont pratiqués. Et c'est effectivement pas échanger notre filière bovine. On a quand même une filière bovine qui est très intéressante, très importante. Moi, dans la Nièvre, elle est en crise depuis des années. On n'a pas besoin de ça dans la Nièvre et ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté pour aujourd'hui. C'est important qu'on reflèche les aides pour permettre aussi aux jeunes agriculteurs de s'installer. Les filières courtes, d'autres en ont parlé. On rappelle qu'il y a des fonds aussi pour les zones en difficulté, au-delà simplement du budget de l'agriculture. Fixation des prix aussi, c'est important. Je vous avais balisé au début en disant que vous aussi vous travaillez dans l'agriculture. Quelle est la position de Génération sur... Bon, déjà, nous, on est pour que l'agriculture soit l'un des leviers de la transition écologique. Là-dessus, on ne se cache pas, je veux dire, ça devient un peu... tout le monde s'y met au vert. Nous, c'est notre conviction depuis le début. Bon, en proposant notamment ce qu'on appelle un bouclier bio. Donc, c'est ce qui permettra de financer le passage à l'agriculture biologique. On appelle aussi à soutenir les petites productions, c'est-à-dire aussi une meilleure répartition des aides de la PAC, une meilleure répartition du foncier, plutôt que d'avoir une énorme ferme de 100 hectares, pourquoi on n'essaierait pas d'installer 4 jeunes dessus. Maintenant, je vais m'attarder sur un point. Parce que, vous l'avez dit, moi, ça fait 4 ans que j'essaye de m'installer en tant qu'exploitant agricole. J'y arrive pas. Pourquoi ? C'est une bonne question. Macron, cette année, au Salon de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit qu'il fallait susciter des vocations pour s'installer, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, factuellement, oui, il a raison, il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y en aura encore moins à l'avenir, donc il faut installer des jeunes et susciter des vocations. Ça fait 4 ans que je sillonne la France du nord au sud afin d'acquérir l'expérience nécessaire pour m'installer. J'ai fait absolument tout ce qu'on m'a demandé, j'ai coché toutes les cases. Je me suis retrouvé à la Chambre d'agriculture, j'ai monté un dossier pendant 8 mois. Maintenant, j'imagine, je vous laisse répondre, parce que vous êtes en face de moi. Quel est l'acteur qu'on va voir ? Le dernier acteur, l'un des derniers acteurs qu'on va voir pour pouvoir s'installer, finaliser une installation agricole. Personne ne sait. La banque, tout à fait, exactement. Le problème, c'est que les jeunes comme moi... Chef d'entreprise. On est d'accord, oui. On est d'accord. Le problème, c'est que des jeunes comme moi qui veulent s'installer aujourd'hui, ils ont acquis de l'expérience ou dans des petites exploitations, souvent payées au SMIC. Moi, pendant ces 4 ans, j'étais payé au SMIC. Mais qu'est-ce que l'Europe, pardon, je ne veux pas vous couper, mais parce que le temps passe. Je voudrais juste qu'on comprenne en quoi c'est important dans votre programme européen. C'est important parce qu'aujourd'hui, on est face à des jeunes qui ne peuvent pas s'installer parce qu'on leur demande des magots, je dis bien des magots de 30 à 50 000 euros d'apport. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc, qu'est-ce que l'Europe propose ? Qu'est-ce que nous, on propose ? On propose de déjà faire comprendre aux banques que quand on s'appelle le Crédit Agricole... Okay. Mais ça c'est pas un programme européen, pardon, J'y viens aussi.
J'y viens parce que je n'ai pas terminé. Non, je vous en prie. Je vous en prie, mais je vois l'heure qui passe, moi. De faciliter les installations en répartissant, en répartissant les aides de la PAC et surtout en faisant intervenir les banques d'investissement qui, elles, prendront en charge les installations qui ne peuvent pas. D'accord. Donc c'est sur l'installation que vous voulez appuyer. Particulièrement, parce que c'est mon cas. Déjà 40 000 euros d'aide, entre 10 et 40 000 euros d'aide pour tout jeune qui s'installe aujourd'hui en France. C'est très bien. Regardez. Moi, on m'a demandé... je vous propose juste qu'on arrête ce débat-là parce qu'on n'avancera pas sinon. Là-dessus, non. Je voudrais que Myriam Eliassian nous donne la position de PS Place Publique là-dessus. On partage le même diagnostic, notamment avec les forces de gauche. Nous, on propose une politique agricole et alimentaire commune pour être fidèle au serment d'Hippocrate qui disait « tu feras de l'alimentation ta première médecine » en favorisant le bio et les circuits courts. Donc nous, on propose une taxe à niveau zéro, donc TVA zéro, pour les produits issus notamment de l'agriculture biologique. Et puis aussi, c'est la proposition 35, je vous invite à aller sur le site envie-d'Europe.eu, un peu de pub ne fait pas de mal. On propose un plan de formation pour les agriculteurs, justement, pour qu'ils puissent, je pense que vous pouvez nous rejoindre là-dessus quand même. Ça existe déjà, donc oui, c'est bien. Mais renforcer les moyens et les dispositifs pour que chacune et chacun soit en mesure de pouvoir relever le défi climatique, parce qu'on l'a très peu évoqué jusque-là. Arnaud Danjean. Je vais essayer d'être bref. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je veux dire 4 points. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer ? En fait, la question, c'est voilà. Je vais y venir. Premier point, il faut une politique agricole commune. Ça paraît une évidence de dire ça, mais vraiment commune. Parce qu'il y a des risques que cette politique agricole se défasse, qu'elle devienne nationalisée par chacun des États. Et là, on n'y sera évidemment pas gagnant, nous, Français, parce que nous avons certainement moins de moyens à mettre que d'autres puissances qui pourraient reprendre les rênes de leur propre agriculture. Donc, il faut une politique agricole commune. Et tous les grands États au monde, toutes les grandes puissances au monde ont une politique publique agricole. C'est pas être antilibéral ou quoi que ce soit de vouloir une politique agricole commune. Les États-Unis, pays très libéral, ont une politique publique agricole très puissante. Donc, une politique agricole commune. 2, il faut que cette politique agricole commune soit d'abord là pour assurer un revenu aux agriculteurs. Aider à la production. Parce que être agriculteur, c'est d'abord produire. Alors, il y a plein de fonctions annexes. C'est l'essentiel du budget qui est consacré aux revenus actuellement. Non, mais attention, moi je vous mets en garde. Aujourd'hui, dans les discussions qui sont en cours, et où j'en veux beaucoup au gouvernement Macron de ne pas avoir fait le job depuis 2 ans dans les négociations, les pré-négociations du budget agricole en particulier, les propositions qui sont faites par la Commission européenne démantèlent une partie de ce qu'on appelle le premier pilier, qui est de l'aide directe aux exploitations. Tout ça sous des couverts d'écologie d'ailleurs, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. 3e point, donc il faut aider la production, l'acte de production. 3e point, sur la transformation écologique. Tout le monde est d'accord, agriculture, environnement, tout le monde est d'accord. Les premiers d'accord, c'est les agriculteurs eux-mêmes, c'est leur outil de travail, la nature. Donc évidemment que les agriculteurs s'adaptent et s'adaptent depuis déjà des décennies. Moi, je dis attention quand même à ce qu'on demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a un excès dans le sens inverse. On veut laver plus vert que vert en Europe. Quand je vois le programme d'En Marche qui dit... Moi, je suis désolé, Jérémy, vous êtes sur une liste dans laquelle les clés ont été confiées à M. Canfin. Moi, je l'ai eu comme collègue au Parlement européen. C'est un écologiste certifié. C'est des gens pour lesquels l'Europe doit devenir la puissance verte. Mais vous ne devenez pas une puissance verte en vous mettant des règles qu'aucune autre puissance au monde ne respecte. Donc on veut être plus vertueux que tout le monde. Moralité, moi je crains que ce genre de dispositif alourdisse énormément les charges et les contraintes du monde agricole français qui n'en a pas besoin. Vous avez gentiment levé la main, mais je vais vous couper parce que sinon on n'avancera pas. Je vais pas vous redonner la parole tout de suite. Je suis désolé. Avant de passer à notre dernier chapitre, et il nous reste 20 petites minutes d'émission, on écoute tout de même, parce que dans le cadre des équilibres, on souhaitait aussi dans cette émission faire entendre la parole de ceux qui souhaitent sortir de l'Europe, en particulier la liste menée par Florian Philippot, leader des Patriotes. On l'écoute tout de suite. Une minute. Plus on entre dans la campagne européenne, plus les Français se rendent compte qu'il n'y a pas 36 solutions. Soit l'Union européenne, on s'y soumet, soit on la quitte. Nous, on propose de la quitter pour le bien de la démocratie, le bien de la France et le bien des Français. Voilà, tout simplement. Si on s'y soumet, si on dit même qu'on veut la réformer de l'intérieur, j'entends ça côté Rassemblement National, France Insoumise, Debout la France, les Républicains, enfin, tout le monde dit ça maintenant. Et en réalité, on ment. Parce que ça fait 40 ans qu'on promet ça et ça fait 40 ans que c'est infaisable. Il faudrait l'unanimité de 28 États pour réformer, c'est impossible. On va battre campagne, on n'a pas d'argent, on n'a pas de soutien bancaire, etc., mais on a des idées. Voilà. Et on a des convictions
solidement accrochée au cœur. Et je veux vous dire, ça fera toute la différence. Et notre conviction première, c'est que la France doit être libre, elle doit être indépendante, sortie de l'Union européenne pour être prospère. Voilà, Pardonnez-moi, mais on est 6 candidats de Bourgogne-Franche-Comté. Je note que M. Philippot n'est pas capable d'en produire un et qu'il faut qu'il s'exprime lui-même. Pardon, non, après c'est un petit peu de la cuisine interne. Il y a une candidate franc-comtoise sur la liste de Florian Philippot, voilà, pour rectifier néanmoins. Allez, on termine et on va être obligé de terminer rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si vous voulez tous conclure. On avait décidé de parler des frontières volontairement. On l'a mis un petit peu à la fin. Parce que quand on regarde les chiffres, et j'avais envie de lancer le sujet un peu de cette manière-là, depuis 2015, on sait que les arrivées de migrants en Europe ont chuté de plus de 80%. Donc la question est, je lance la discussion comme ça, est-ce que c'est vraiment encore un sujet ou pas Myriam Eliassa. Je tiens à rappeler que oui, c'est un sujet puisque je n'aime pas évoquer justement cette tragédie du cimetière de la Méditerranée en faisant des statistiques, mais je vais quand même rappeler un chiffre. Il y a 17 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée entre 2014 et 2018. Donc c'est un sujet, ce que vous me dites. Oui, je ne substitue pas à votre rôle, mais pour la liste PS Place Publique, on met l'humain au cœur du projet et c'est un enjeu fondamental et c'est directement corrélé aux enjeux de transition climatique, au dérèglement climatique, aux guerres, aux enjeux de politique internationale. Et la survie de l'Europe et de l'humanité est très importante. Répondre à ce défi, ce n'est pas simplement augmenter les effectifs de Frontex. Et pourtant, c'est un sujet, puisqu'actuellement, on se dispute en Europe pour savoir si on doit le faire. C'est simplement une partie de la solution. Mais au-delà de ça, notre liste pense qu'il faut renforcer donc les efforts pour transformer les systèmes de production. Il faut aussi encourager la coopération décentralisée entre les différents États. Aussi proposer des visas humanitaires et puis surtout être fidèles, nous Français, parce qu'il faut oublier que nous sommes les héritiers de la Troisième République. Nous sommes les enfants de Victor Hugo et nous devons éclairer, nous devons assumer nos responsabilités et ne pas céder aux tentatives électorales. Je vous fais avancer parce qu'on va pas arriver au bout de ce chapitre si on veut que tout le monde puisse conclure. D'accord. Mais en tout cas, on ne va pas céder à la facilité en disant il faut fermer les frontières et devenir de plus en plus drastique. Okay. Donc vous n'êtes pas pour la fermeture. Milou Doltzmann, dans votre programme, on est dans l'idée de plus d'accueil chez Génération. Exactement. Nous, on s'en cache pas et puis on ne discute pas avec la vie des personnes, notamment ceux qui meurent en Méditerranée. Bon, il y a quand même deux arguments qui nous sont souvent balancés à la figure, à savoir le premier, c'est la question de la sécurité, le deuxième, le deuxième argument, c'est celui du coût. Bon, c'est des arguments complètement bidonnés, dans la mesure où on sait, et le CNRS l'a déjà montré, que l'immigration rapporte plus au pays d'accueil qu'elle ne lui coûte, finalement. Ça, c'est factuel. Deuxième des choses, au niveau de la sécurité, c'est pareil, parce qu'on va nous dire, les voisins vont sans doute me dire qu'il y a des attentats, etc., etc. Bon, c'est vrai, il y a eu des attentats, mais la majorité des attentats qui ont été perpétués, par exemple, en France, c'est le fait de Français, non pas d'immigrés. Donc, plutôt que de montrer une certaine forme d'hypocrisie sur cette question, eh bien, proposons, c'est ce qu'on propose à Génération, une réelle politique d'accueil des migrants en respectant la vie des humains et en préservant les intérêts des pays d'accueil. Sur le même, Isabelle Liron, c'est aussi sur le programme du Parti communiste, tout à fait. Sur une ouverture beaucoup plus forte de l'Europe. Bien sûr, parce que ce qu'il faut bien savoir, et Myriam l'a rappelé tout à l'heure, on a une tradition d'accueil en France. On est tous descendants de migrants, de toute façon, si on remonte au plus loin. Et puis, on a aussi affaire à un enjeu climatique qui nous arrive dessus. Donc, de toute façon, les migrations, elles vont se faire contraintes et forcées. Autant préparer l'accueil. Et puis, j'allais dire aussi, il faut faire
se poser la question du pourquoi aussi des migrations. Vous avez plusieurs formes de migration, mais quand d'un côté on organise le pillage des richesses dans les pays d'origine, que le réchauffement climatique arrive parce qu'on surproduit, on surconsomme, et ensuite qu'on dit aux personnes, aux populations qui en sont les victimes, bah, restez chez vous, débrouillez-vous, pour le moins c'est scandaleux, inhumain, et voilà, on a des choses à faire, on a des responsabilités, et il faut les assumer complètement. Je vous laisse terminer. Complètement. Ouais, complètement. Arnaud Danjean, rapidement, je comprends bien de ce qui vient d'être dit que nous sommes les pires au monde, que nous sommes inhumains, nous pillons les autres et nous ne sommes pas généreux et nous n'accueillons personne. Gauche-droite dans les interviews. Pardonnez-moi, mais je pense que les Européens sont très généreux. Je pense que l'Europe est un des continents les plus ouverts et les plus généreux qui soient au monde. Je n'accepte d'ailleurs pas ce titre de cette partie du débat, une Europe cadenassée ou accueillante. Le débat, il n'est pas celui-ci. Le débat, il est comment on gère des flux migratoires qui sont devenus excessifs par rapport aux capacités d'absorption de nos sociétés. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et donc, la question n'est pas de tout fermer ou de tout ouvrir, parce qu'on n'y arrivera pas comme ça. On n'arrivera pas à tout fermer et tout ouvrir, ça serait une folie. Pourquoi tous les demandeurs d'asile au monde viendraient trouver asile en Europe? Pourquoi ça serait à l'Europe d'assumer cette charge? Donc, écoutez, simplement, il faut simplement être réaliste par rapport à ça. Nous proposons ce qu'on appelle une double protection, c'est-à-dire que vous devez avoir un système de protection des frontières extérieures de l'Europe assumé par l'Europe au niveau collectif, et puis chaque État doit rester parfaitement souverain sur sa politique migratoire, dont il faut constater malheureusement en France qu'elle a été trop laxiste pendant des années, mais chaque État doit rester maître de sa politique migratoire, c'est-à-dire qui a le droit de rester dans sa société et sur son sol, et c'est pas à Bruxelles ni à aucune autre capitale européenne d'imposer cela. Je vous coupe effectivement, parce que vous étiez très en avance sur le temps, mais en tant que député sortant, c'était pas illogique. Julien Audoul, bien sûr pas d'accord avec certaines... Déjà, il faut sortir des caricatures. C'est-à-dire que la frontière, c'est pas un mur, c'est pas un cauchemar. La frontière, c'est juste du bon sens. C'est une porte. C'est savoir qui vient, qui peut rentrer dans la maison France ou qui ne peut pas rentrer dans la maison France. Voilà, on a tous une porte chez soi. C'est juste du bon sens. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est sortir finalement de cette illusion dont on nous a bercé pendant des années, de la petite clôture autour de l'Europe, qui a été Schengen, qui n'a été qu'une passoire, qui a fait rentrer des milliers de migrants et qui a fait rentrer malheureusement aussi des djihadistes. Nous souhaitons remettre des portes et des fenêtres à la Maison France, parce qu'encore une fois, nous sommes dans une... Donc fin de la libre circulation. Nous sommes dans une situation de submersion. C'est-à-dire que l'an dernier, par la faute de la politique migratoire insensée de M. Macron, il y a eu 400 000 immigrés qui sont rentrés en France. Et ce n'est que le début. Et compte tenu de la situation de notre pays et de notre région notamment, où on déplore 370 000 pauvres, 230 000 chômeurs, nous ne pouvons plus accueillir. Nous ne pouvons plus accueillir, nous ne pouvons plus héberger, nous ne pouvons plus installer, nous ne pouvons plus faire passer les autres avant les nôtres. Donc il faut que la solidarité nationale, elle soit réservée à celles et ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin. Un mot tout de même sur le débat qui est en ce moment sur Frontex et les moyens nets supplémentaires pour cette agence européenne qui vient renforcer les nationaux à leurs frontières. Les pays de l'Est en particulier, vers lesquels, en particulier Viktor Orban, vers lesquels Marine Le Pen se tourne beaucoup, sont opposés à plus de moyens pour Frontex. Mais nous aussi. Ouais. Et vous aussi. Mais nous aussi. C'est pas vrai. Ah non, c'est je pas vrai. Je me trompe. Non, bon, d'accord. Arnaud Danjean me regarde méchamment. Bon, juste sur Frontex. Un mot sur Frontex. Non, ils veulent plus de moyens, ils en demandent d'ailleurs. Oui, mais il y a des choses qu'ils veulent pas dans Frontex, c'est les pouvoirs de Frontex. Non, le fait de pouvoir se substituer. Non, juste un aspect factuel, mais Frontex n'est pas là pour se substituer aux États. Il vient à l'appui des États sur leurs demandes. On vous a pris comme on ne compte pas dans le temps de plateau. C'était une explication technique, Arnaud Danjean. Il y a juste un problème avec Frontex, c'est que Frontex finalement ne lutte pas contre l'immigration clandestine, mais elle la favorise. Puisqu'elle fait le jeu des passeurs, elle va chercher les bateaux de migrants et elle les ramène sur nos côtes. Alors qu'il faudrait qu'elle fasse l'inverse, qu'elle les ramène sur les ports de départ. Et on parlait tout à l'heure des morts en Méditerranée, évidemment que c'est terrible et c'est dramatique. Nous, on souhaiterait avoir la même politique migratoire qu'en Australie, qui a une politique de fermeté, où il n'y a plus de morts, donc dans les eaux territoriales. Qui a été très critiquée aussi, avec des très camps. Critiquée, mais avec des résultats humanitaires. Il nous reste 2 minutes avant nos conclusions, donc c'est juste bien, Jérémy de Serle. Je pense juste que sur cette question-là, comme sur les questions d'emploi, de social et de travail tout à l'heure, il faut essayer d'avoir à la fois un constat pragmatique et pas exagéré. On exagère les choses dans tous les sens. On dit qu'il faut laisser rentrer tout le monde. Et de l'autre côté, on dit qu'on en laisse rentrer tout le monde. Certains ont dit qu'il ne fallait pas mettre de fermeture. Bon. Et d'autres disent qu'il en rentre déjà trop. Donc il faut arrêter. Oui, enfin,
Des formes peut-être, mais tout le monde m'attaque, donc à la rigueur, je peux aussi expliquer les choses. Réformer C'est les très accords bien. de Dublin, C'est très bien. notamment. Mais C'était une émission en elle-même, hein, donc- effectivement, parce que les accords de Dublin, c'est quelque chose d'un peu... Donc du coup, il faut essayer effectivement de ne pas refaire les mêmes erreurs, avoir un peu plus de solidarité entre le pays et effectivement renforcer nos On frontières. va dire qu'Emmanuel Macron est extérieures. devenu un peu plus flou là-dessus. À une époque, il était pour des relocalisations. La pour position voilà. est peut-être un peu plus pragmatique et essayer d'être un peu plus solidaire déjà entre pays et effectivement renforcer quand même les frontières extérieures. Mais on ne peut pas dire que Schengen, c'est une véritable passoire. Ça a aussi eu des effets positifs. Donc, Merci à tous les 6 d'avoir essayé de répondre à nos questions. L'exercice n'est pas facile, à 6 et sur des sujets aussi touffus. On approche de la fin de ce débat qui va donc se terminer par une conclusion pour tous, dans un ordre qu'on nous avons tiré au sort avant l'émission. Et je vous propose donc de commencer par vous, Isabelle Liran, pour conclure. Donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que le Parti communiste et la liste de Jan Brossa fait partie de ceux du Parti communiste qui est le seul parti à gauche qui a rejeté tous les traités européens qui ont construit l'Europe libérale, que notre liste est la seule à être composée de 50% d'employés, de salariés, d'ouvriers et d'ouvrières. Et c'est la liste qui permettra l'élection de la première ouvrière au Parlement européen depuis 30 ans, Marie-Hélène Bourlard, et que les personnes qui se reconnaissent en nous et en nos valeurs contre une Europe libérale, je les engage à mettre un bulletin Jan Brossa le 26 mai. Merci Isabelle Liran. Parfait. Je vous rappelle que vous figurez sur la liste du Parti communiste emmené par Jan Brossa. Dans notre ordre, toujours, Milou Totsman, à vous de conclure. L'Europe, à la base, c'était une idée. Une idée selon laquelle il fallait regrouper des pays qui, ensemble, pourraient mener les batailles qu'individuellement, ils ne pourraient pas mener. Donc c'est dans cette logique que nous, on va aborder à Génération cette élection européenne. Notre programme, qui est le printemps européen, c'est le seul programme transnational aujourd'hui. Donc ce qu'on dit, nous, on le retrouve dans d'autres pays européens, et c'est ce qui permettra de relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Merci Milou Totsman. Vous figurez donc, je le rappelle, à chaque fois sur la liste de Benoît Hamon, Génération. Arnaud Danjean, à vous de conclure. Le 26 mai prochain, les électrices et les électeurs auront le choix de voter pour des européennes. Il ne s'agit pas du match retour de la présidentielle d'il y a 2 ans. Il ne s'agit pas d'un référendum par rapport à la situation nationale en France, même si je comprends que le président de la République s'implique beaucoup dans cette campagne et qu'il méritera aussi la sanction qui lui revient. Mais je pense qu'il y a, au-delà de cet enjeu national, qui va peser, on le sait bien, il y a un enjeu européen. Vous allez élire des députés, des hommes et des femmes qui doivent défendre vos intérêts pendant 5 ans à Strasbourg et à Bruxelles. Donc moi, j'insisterai sur le côté utile et pragmatique que vous devez donner à votre vote pour qu'à chaque fois qu'un texte arrive au Parlement européen, vous ayez des députés qui, en conscience, votent utilement et efficacement pour sauver les intérêts de la France et de nos concitoyens. C'est le sens de la liste que nous menons avec François-Xavier Bellamy. Merci Arnaud Danjean. Vous figurez donc sur la liste LR emmenée par François-Xavier Bellamy. Julien Odoul, c'est à vous de conclure. Le 26 mai, les Français, et notamment les Bourguignons et les Franc-Comtois, peuvent voter 2 fois en un seul tour. 2 fois, puisqu'il y a à la fois un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui l'a souhaité. Il a transformé l'élection européenne donc, en vote sur sa personne et sa politique, en prenant part à la campagne, en mettant toute son énergie pour combattre le Rassemblement national et en s'affichant d'ailleurs sur des tracts. Donc il faut sanctionner cette politique, il faut sanctionner le mépris, il faut sanctionner l'autisme de ce président qui n'a rien compris à la crise sociale et démocratique que nous subissons. Et puis il faut aussi changer de modèle européen. Il faut arrêter avec cette technocratie de l'Union européenne qui a fait tant de mal à notre peuple depuis 30 ans. Et il faut construire une Europe du bon sens, une Europe des nations, des peuples et des libertés. Ce sera possible avec un vote Rassemblement national et la liste portée par Jordan Bardella. Merci Julien Odoul. Donc, voilà. Vous concluez à chaque fois par le nom de la liste, donc je n'ai pas besoin de le rappeler, vous êtes sur la liste du Rassemblement national. Jérémy De Serle, c'est à vous. Bien écoutez, au vu de ce qui vient d'être dit notamment, les Françaises et les Français, et effectivement les Bourguignons et les Franc-Comtois,
auront la possibilité de choisir de voter pour l'Europe ou de voter, effectivement, comme ça a été dit, à vote sanction contre Emmanuel Macron. Nous avons dans cette liste des hommes et des femmes qui ont choisi, qui se sont engagés avec une signature à l'appui, à aller à l'Europe pour régler les problématiques européennes et faire en sorte, effectivement, que l'Europe rende la sérénité méritée à chacune et chacun. Ma foi, si d'autres ont envie de faire de cette élection un rapport de force, Rassemblement national, Emmanuel Macron, eh bien, tant pis pour eux. Nous, si en votant pour nous, en tout cas, vous avez la certitude que des hommes et des femmes iront là-bas pour régler des problèmes et apporter un certain nombre de solutions et ne pas faire comme d'autres qui ont été pendant quelques années au Parlement pour n'apporter finalement pas grand-chose. Merci Jérémy de Serles. Myriam El Yafiat, c'est vous qui concluez ces conclusions. Je dirais simplement à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul tour le 26 mai, que l'enjeu est crucial, qu'il ne faut pas se limiter aux enjeux nationaux. Ce n'est pas un pour ou contre Emmanuel Macron, c'est plutôt quel projet je veux défendre en apportant mon bulletin de vote pour élire mes représentants. Quel sera le vote efficace ? Le vote efficace, ce sera celui, selon vos sensibilités, parce que le clivage gauche-droite existe toujours, j'en suis désolée. Les deux groupes majoritaires au Parlement européen, c'est le PPE et le groupe social-démocrate. Au niveau des sociodémocrates, on a une opportunité historique de devenir enfin majoritaire au niveau du Parlement européen. Donc, si vous ne voulez pas du statu quo par rapport au libéralisme et si on souhaite enfin pouvoir appliquer les accords autour de la COP21, même si les États-Unis s'en sont retirés, il faut voter de manière efficace avec des représentants qui pourront notamment porter la social-écologie auprès de leurs collègues. Et je rappelle que sur notre liste, nous avons 2 prix Nobel de l'écologie. Merci Myriam El Yafiat pour cette conclusion. Cette fois, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 6 d'avoir pris un peu de temps dans cette dernière ligne droite des élections européennes pour venir sur le plateau de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Rappelons que 34 listes sont en lice pour ces élections. Dimanche prochain, pas d'émission puisqu'il y a élection. Profitez-en donc pour aller voter. Et puis les résultats, les réactions, ce sera sur France 3 bien sûr, télé et internet. Avec dès 20h un sondage pour France Télé, mais les résultats officiels plus tard, en particulier avec l'heure de fermeture des bureaux. Je crois que c'est en Italie où c'est beaucoup plus tardif. Et restez avec nous pour la partie nationale de dimanche en politique. Bon dimanche, au revoir et merci.